Ok les gars, parfait. Euh, Bienvenue sur YouTube, c'est la première fois je crois. Donc c'est un peu spécial, spécial cette semaine-ci. Anthony ne savait pas être là sur Twitch, donc j'ai décidé de le faire dans le Discord et de mettre ça en recording pour éventuellement sur YouTube chez nous. Donc qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder la semaine à venir. On fait ça chaque semaine où j'essaye de regarder ce qui est le plus important question macro, ce qui est le plus important question crypto, de temps en temps un peu la DeFi aussi. On va voir si on a assez de temps de regarder éventuellement les nouvelles, parce qu'il y en a beaucoup. Mais sinon, si on n'a pas le temps, je vais d'office intégrer ça dans euh, le live Twitch de mardi, donc de demain. Donc qu'est-ce qu'on a cette semaine-ci? Question, tout ce qui est assez important. On a une très grosse semaine pour tout ce qui est macro. On a la FOMC, on a l'inflation qui rentre, il y a quelques autres données aussi. Donc, en tout cas, certainement assez. Donc le lundi, les marchés, je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de gens qui tradent les marchés asiatiques, mais en tout cas, le marché d'actions chinois, il est fermé aujourd'hui. On a aussi un Nvidia Stock Split, donc ça peut faire bouger quelques trucs. Certainement l'action Nvidia, et comme vous le savez, Nvidia, je pense que maintenant Nvidia, c'est presque 10% des mouvements sur les MP500, sur l'index. Donc faites gaffe, ça peut faire bouger les choses là. Ça peut avoir un impact secondaire aussi sur tout ce qui est crypto, sur tout ce qui est AI. Parce qu'avec ce stock split, ça veut donc dire qu'il y a plus d'investisseurs retail, entre parenthèses, qui savent rentrer dedans car l'action va baisser en prix. Ils vont faire un stock split de 1 sur 10. Donc chaque action va être réparée en 10 plus petits. Donc je suis pas sûr où Nvidia trade maintenant, je crois que c'est vers les 1000 par action. Donc il va passer vers $100 par action, ce qui est nettement plus facile à acheter pour les gens avec des portefeuilles qui sont un peu plus petits. Alors question mardi, on a le OPEC Monthly Report. Ça va être assez intéressant parce qu'il y a quelques trucs qui sont en train de se passer maintenant dans l'Arabie Saoudite avec OPEC. Je crois que c'est OPEP en français. Donc ça peut avoir un impact sur le dollar, ça peut avoir naturellement un impact sur WTI, tout ce qui est pétrole, qui dirige le monde, qui dirige aussi en seconde main tout ce qui est inflation. Donc c'est pas la première fois que je vais regarder ce report, ce rapport, mais il sera plus important cette semaine-ci que les autres semaines, disons. Donc s'il y a des surprises là-dedans ou s'il y a un peu d'informations extra, ça peut aussi faire bouger les marchés. Le DXY, seconde main, encore une fois, tout ce qui est risk on, mais aussi si vous êtes en train de trader tout ce qui est Forex, on va avoir une semaine qui est assez chargée parce qu'il y a des grosses décisions du côté des États-Unis et on a eu naturellement les baisses de taux de l'Union européenne, mais aussi de la Banque du Canada. Donc il y a quelques déplacements, des gros déplacements euh, de fiat qui vont se faire, selon moi, cette semaine-ci, dépendant de ce que la Fed va faire. Donc, qu'est-ce qu'on a encore? On a toutes les données inflation de la Chine. J'ai mis ça le mardi, mais en fait, c'est donc le mercredi matin. Donc, pour moi, c'est ouais, mardi nuit. Mais donc, si vous voulez trade ça, c'est l'ouverture asiatique le mercredi matin, en fait. Mercredi, on a aussi les données sur l'inflation allemande. Ça, c'est à 8 heures. Encore une fois, l'Allemagne, c'est le plus important, le pays le plus important en Europe. Les, les obligations allemandes ouais, je dirais, même les obligations juste après les obligations des États-Unis sont les plus importants au monde aussi. Ils sont certainement utilisés comme collatéral aussi, certainement en Europe, mais aussi en Asie, etc. Donc important de regarder l'inflation en Allemagne aussi. Ça peut dicter les décisions de la Banque centrale européenne. Et puisqu'ils ont maintenant baissé les taux pour la première fois, on espère en fait que cette inflation ne soit pas, qu'on n'aura pas une surprise vers la hausse, parce que sinon ça va de nouveau donner la pression sur la garde. Et on va voir parce que les chiffres d'inflation n'étaient pas géniaux hors d'Europe. Donc c'est ça qui m'a surpris un peu que la Banque centrale européenne a quand même décidé de baisser ses taux.
on va voir. En tout cas, c'est quelque chose de positif pour la liquidité, ce que j'avais expliqué la semaine passée pendant le live Twitch. Mais donc, certainement pas positif pour l'inflation. On va rester regarder ça de près là-dedans. On a aussi les chiffres d'inflation des États-Unis. Pour ça va être le plus important à regarder aussi. Donc 2h30, ceux-là, ils vont rentrer. Encore une fois, s'il y a des surprises, alors le marché peut fortement bouger. S'il n'y a pas de surprise, naturellement, on continue parce que ça, c'est déjà priced in. Mercredi aussi, on a la décision des taux de la FOMC, donc de la Fed, qui va décider est-ce qu'ils vont baisser, est-ce qu'ils vont garder les taux où ils sont, ou est-ce qu'ils vont même éventuellement les augmenter. Aujourd'hui, les données nous disent qu'on n'a que 0,6% de chances qu'ils vont baisser les taux. Maintenant, ceci, c'est assez important parce que on a donc eu la décision d'un baissement de taux du côté de l'Europe et du côté du Canada. Si les États-Unis gardent maintenant les taux hauts, il y a une très grande chance qu'il y a beaucoup d'euros, beaucoup de dollars canadiens qui vont changer de place. Aussi, naturellement, le Japon, etc. On va voir cette semaine-ci, on a la décision de la Banque du Japon aussi. Donc, vraiment beaucoup de choses qui vont se passer, beaucoup de capital flows. Pourquoi? Parce que, investir dans le dollar ou des obligations d'État des États-Unis, c'est nettement plus safe qu'investir dans des, bons du trésor / obligations européennes et certainement canadaises aussi. Donc, il n'y a rien qui arrête l'argent ou les investisseurs ou les grosses institutions de passer de euros ou passer de dollars canadiens vers le dollar parce que celui-là, il a même un taux d'intérêt qui va être plus haut que maintenant ces autres parties dans le monde. Donc je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui vont changer. Ça va être une semaine assez intéressante à regarder. Maintenant, 99,4% de chances qu'ils vont garder les taux où ils sont. Ils étaient aussi en train de parler d'éventuellement même si on a des chiffres mauvais d'inflation. Et rappelez-vous, on a les données d'inflation aussi ce jour-là. Si on a des mauvaises données sur l'inflation, ceci peut naturellement baisser et on peut même avoir un petit bloc avec une toute petite chance qu'ils vont même relever encore une fois les taux. Je pense que cette chance est super super petite. Ils sont même en train de dire qu'ils vont plus baisser les taux cette année-ci. Moi, je suis assez convaincu qu'ils vont bien baisser les taux vers novembre, comme ça, quelque chose, pour les élections. Pour ça, encore une fois, on va devoir voir, mais le problème, mon raisonnement là derrière, c'est que si la Fed communique même super, je ne sais pas si c'est un mot français, subliminalement, donc très subtilement, qui vont éventuellement baisser les taux, le marché va déjà price in cette possibilité et ils vont price in déjà 5 ou 6 baisses de taux pour 2025. Donc en fait, ils sont un peu coincés parce qu'ils ne savent pas communiquer dans le futur qu'ils vont probablement descendre les taux parce que sinon le marché va déjà intégrer cette information et va réagir comme s'ils avaient déjà descendu les taux. J'espère que c'est logique ça, mais c'est pour ça qu'ils sont un peu coincés pour communiquer forward guidance là-dedans. Donc ça c'est jeudi. Non, ça c'est donc mercredi. Pour moi, mercredi, c'est vraiment le jour le plus important. Il y a beaucoup d'informations qui vont sortir là-bas, donc faites gaffe le mercredi. C'est cool qu'on a aussi le live Twitch de mardi avant pour en parler un peu plus. Alors le jeudi, 5h du mat, on a la décision de la BOJ. Ça aussi, ça va éventuellement faire bouger quelques capital flows. Ça peut avoir un impact sur le dollar aussi, donc regardez éventuellement le dollar. C'est pas important assez pour se lever pour ça. Donc ne t'inquiète pas si vous êtes encore au lit. Alors, demande de chômage, d'allocation de chômage. Donc ça, c'est 2h30 le jeudi. Ça peut toujours faire bouger aussi si on a des surprises là-dedans. Et alors, on a encore une fois quelques données sur l'inflation des États-Unis à 2h30. On était à $1,200. Ah, pour ça, c'était pour l'action Nvidia. Top, ouais. On est à 120,89$ maintenant, exact. Donc on va voir avec quand le marché des États-Unis s'ouvre, on peut avoir un peu de volatilité là-dessus sur cette action, je pense. Alors le vendredi, on a le rapport de la politique monétaire de la Fed. Ça va nous donner un peu plus d'informations sur le raisonnement là derrière, éventuellement un peu plus d'informations de forward guidance sur les décisions des taux cette année-ci, mais je ne pense donc pas avec les raisons que j'avais déjà nommées avant.
Alors, les prévisions d'inflation de la University of Michigan, moi je vais éventuellement lire ça simplement pour voir s'ils savent vraiment garder ces taux d'intérêt hauts avec l'inflation qu'il y a, ou est-ce qu'il y a la pression qui va donner que si l'inflation est en train de descendre, il n'y a aucune raison pourquoi ils vont garder les taux hauts, certainement avec les autres banques centrales qui sont en train de descendre, parce que ces autres banques centrales vont téléphoner à Powell en disant You're wrecking us completely, non mais non. Donc éventuellement à regarder, mais pas super intéressant. Donc pour moi, les jours les plus intéressants, c'est certainement mercredi. Il est super chargé celui-là. Et alors on a jeudi aussi avec les demandes d'allocation chômage à 2h30 qui peuvent éventuellement bouger. Donc les traders, mettez ça sur votre calendrier. Les autres ne sont pas méga importants. Éventuellement le stock split aujourd'hui qui peut faire bouger les choses. Mais ça c'est certainement en seconde main aussi. Alors qu'est-ce qu'on va regarder de plus près on va décortiquer ça demain pendant le live macro, mais donc on a eu des données du marché d'emploi des États-Unis où on avait nettement plus de salaire. Donc sur le marché d'emploi des États-Unis, c'était des données qui étaient en surprise super super positifs. Maintenant, il y a des raisons pour ça et le marché réagit très fortement là-dessus, mais c'est un peu flou, c'est des données floues. Pourquoi? Parce qu'on voit que de tous les jobs qui se sont ajoutés, c'est certainement c'est dû à la migration maintenant. Il y a beaucoup de personnes qui ont croisé la frontière avec le Mexique à cause des décisions de Biden. Et la décision de Biden était simplement pour ça aussi. C'était parce qu'il voyait que le marché d'emploi était en train de descendre rapidement. Alors pour essayer de manipuler les chiffres un peu, il a carrément ouvert les frontières. Vous avez probablement bien suivi un peu de ça sur Twitter. Il y avait même Elon Musk qui passait là, faire un petit reportage à la frontière américaine, etc. Il y avait beaucoup de migration illégale, on appelle ça. Pour moi, c'est très dur de parler politiquement de ça parce que je trouve pas que des personnes savent être illégales. Enfin, il y a plein de choses comme ça, mais c'est donc surtout dû à la migration qui ont donc croisé la frontière aux États-Unis et que là, ils ont donc su trouver du travail. Et donc, en fait, si on regarde les données de tout ce qui est emploi des États-Unis, c'était négatif, mais à cause de la migration, à cause des foreigners qui sont rentrés dans le pays, ça a fortement monté. Donc, essayer d'intégrer ça aussi, je pense que les marchés vont s'adapter un peu à ça. Et on va voir tantôt dans les nouvelles aussi que Biden, maintenant, il va refermer les frontières parce qu'il a eu les données qu'il devait avoir, en fait. Donc, toujours regarder un peu plus loin que juste les données qui sortent, essayer de trouver la raison là derrière. C'est toujours un très, très bon exercice aussi. D'un autre côté, les offres d'emploi ont chuté de 8,06 millions en avril. Donc, c'est pour ça que je disais que c'était assez flou les données en chiffres parce qu'ils sont donc un peu manipulés à cause de toute la migration là-dedans. Mais donc les offres d'emploi, ils sont en train de chuter. Donc le marché d'emploi des États-Unis est assez dur à suivre maintenant, mais on peut dire qu'il est en train de, régresser. Ce qui donne de nouveau la pression à la Fed de faire baisser les taux aussi. Parce que Powell avait très très bien communiqué il y a quelques mois aussi. Oui, l'inflation est super importante. Tant que le marché d'emploi des États-Unis fonctionne comme il faut et qu'il reste fort, on va combattre cette inflation en gardant les taux d'intérêt hauts. Mais une fois que le marché d'emploi commence à se dégringoler ou commence à descendre fortement, l'inflation est moins importante que mettre les Américains au boulot. Donc le marché d'emploi est plus important que l'inflation et donc ils vont probablement descendre les taux si ça reste passé en négatif ceci. Okay? Donc ça c'est surtout les nouvelles sur quoi ils sont focus là-dessus. Ah, c'est chouette, il y a de plus en plus de gens qui arrivent aussi. Salut les gars, cool. Question PMIs. Ça j'avais déjà communiqué la semaine passée aussi que ça allait être important à regarder. Quand on est en dessous de 50, encore une fois, l'économie ne va pas bien. Si on est au-dessus de 50, on est en train de grandir. L'économie est positive là-dedans.
qu'est-ce qu'on a vu? C'est le PMI manufacturier, il est tombé à 48,7. Et la prévision, on avait des chiffres qui étaient estimés à 49,6. Donc ça, c'est négatif, ça, c'est pas bien. Maintenant, le PMI non manufacturier, donc ça, c'est tout ce qui est service. Donc, pensez éventuellement au restaurant et des trucs comme ça. Celui-là, oui, il a rebondi vers les 53,8 et la prévision était 50,8. Ça veut donc dire que tout ce qui est manufacturier maintenant, on est en négatif. Ce n'est pas bien aux États-Unis, mais tout ce qui est service est encore toujours en train de grandir fortement. Et cette différence-là, et ceci c'est de la spéculation, mais c'est simplement mon raisonnement là derrière, c'est que tout ce qui est économique, tout ce qui est cycle, ne fonctionne pas bien parce qu'on a des problèmes en Chine, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer aux côtés de l'Asie, question manufacturière, vraiment les fabriques, mais que tout ce qui est service, puisque les actions sont en train de monter rapidement à cause de l'inflation, etc., qu'il y a beaucoup de gens qui ont quand même, certainement les gens qui ont des actions, qui ont des obligations, dont donc la population un peu plus âgée, ils sont en train de dépenser de plus en plus d'argent parce qu'il y a plus de rentrées pour eux, ils se sentent plus riches et donc ils utilisent plus facilement des services comme des restaurants et des trucs comme ça. Donc ça nous donne encore une fois la différence entre l'économie réelle et l'économie propped up par l'inflation en fait. Alors, comme j'avais dit, il y avait Biden maintenant, après les chiffres de tout ce qui est marché d'emploi, où on voit qu'il y a plus 400 000 questions emploi de foreigners, que maintenant il va fermer les frontières. Donc, ou maintenant il avait dit oups, et en effet il y a trop de migrants qui sont passés la frontière. Maintenant il va les fermer une fois que les chiffres sont artificiellement montés du marché de l'emploi des États-Unis. Donc encore une fois, toujours essayer de trouver plus d'informations et de lire derrière les lignes. Mais donc maintenant il prend cette décision-là parce que c'est quand même un hot topic aussi pour les élections. Donc il devait choisir. Est-ce que je prop up les chiffres et est-ce que je perds quelques votes à la droite ou vice-versa. Alors, la Banque Centrale Européenne, elle a réduit les taux, donc. On est passé à 3,75. La Banque du Canada, 4,75 maintenant. Donc, deux banques centrales ont déjà baissé les taux. Ça donne de la pression à la Fed aussi de le faire parce que ça met beaucoup de capital de ces pays-là vers les États-Unis. Et vous pensez probablement, oui, mais c'est super positif pour les États-Unis. Ben non, pas spécifiquement, parce que les États-Unis sont dépendants aussi du reste du monde, donc ils doivent suivre un tout petit peu. Parce que sinon on a un problème et on a le dollar qui monte trop rapidement. Et je vous ai déjà expliqué qu'un dollar qui est trop fort n'est pas génial pour les États-Unis non plus, naturellement. C'est assez négatif. Alors l'OPEP accepte de prolonger ses réductions de production. Ça a un impact naturellement sur tout ce qui est prix pétrole. Maintenant, le pétrole, il a quand même encore toujours fort descendu. Donc tout ce qui est... tout ce qu'ils essayent de mettre, tout le temps qu'ils essayent de mettre pour essayer de prop up quand même ces prix du pétrole, ne sont pas vraiment en train de fonctionner et ils vont pas savoir rester enforcer ces réductions de production. Parce que tout ce qui est Gulf States, tout ce qui est les pays OPEP, naturellement, ils doivent se faire de la thune aussi. Donc si ça ne fonctionne pas pour garder le prix un peu plus haut, ils vont commencer à produire plus. Ce qui est quelque chose de positif pour nous. Hein. Si le pétrole descend, ça nous donne moins d'inflation. L'économie peut remonter plus rapidement. Maintenant, avec le DXY qui monte quand même, c'est quand on voit quoi a le plus gros impact là-dedans. Et ça, c'est la Fed maintenant avec les taux d'intérêt. C'est pour ça que tout est lié en fait. L'inflation, le prix du pétrole, naturellement aussi la guerre, la Chine qui ne fonctionne pas super bien. Mais maintenant, la Chine est en train de revenir et cela, c'est l'utilisateur de pétrole le plus grand au monde. Donc une fois que ces machines, ces fabriques là-bas commencent de nouveau à se remettre de cette crise économique qu'ils avaient eue à cause de tout ce qui est marché immobilier en Chine, naturellement, la demande de pétrole va savoir augmenter et le prix va de nouveau savoir se stabiliser là-bas. Alors, question tech, on a AMD, Intel qui sont en train qui ont dévoilé des nouveaux puces AI. Il y a Nvidia aussi qui passe maintenant vers Rubin.
parce qu'ils ont annoncé Blackwell aussi. Il y a énormément de choses qui sont en train de se passer là. C'est vraiment comme Zach avait dit, si la loi de Moore reste en AI, ça va aller assez rapidement. Mais là, ils sont même en train de dépasser la loi de Moore complètement. On est même à 8x ou 9x par an maintenant. Ils sont en train de... Elle est plus rapide, exactement. C'est ça. Donc, voilà, man. On va devoir mettre beaucoup de temps dedans d'essayer de suivre ça. Ça va pas être simple, mais c'est quelque chose de très excitant en tout cas. Avec ça, Nvidia dépasse Apple en capitalisation boursière aussi. Encore une fois, est-ce qu'on est dans une bulle ou pas? Ça, c'est complètement à vous de voir. Est-ce que c'est un paradigm shift comme on a eu dans la bulle d'Internet en 2000? Ben alors, le prix s'est encore monté très très rapidement, encore très fort, parce qu'on est certainement pas au même price to earnings, donc bénéfice par action qu'on était dans le temps. Donc on a encore de la place là, mais seulement si vous êtes du mindset que ceci c'est vraiment un shift dans le paradigme, le paradigm shift. Si dans votre tête ce n'est pas le cas, alors je prendrai pas d'avis financier, je prendrai bien bénéfice sur tous les plays qui sont intelligence artificielle. Mais ça c'est à vous de voir et à vous d'analyser où on est et si pour toi ça c'est correct ou pas. Sur ça aussi, Big Fish draw a lot of attention. Donc les gros ils prennent aussi beaucoup d'attention là-dedans. Donc les régulateurs vont ouvrir des enquêtes sur Nvidia, Microsoft et OpenAI. C'est surtout la FTC et la DOJ, Department of Justice, qui vont faire des recherches là-dedans. On verra. Ils ont assez d'argent pour les avocats en tout cas, avec 3 000 milliards de market cap. Donc je ne vois pas vraiment des problèmes là-dedans. Et ce qui était très cool aussi cette semaine, c'était SpaceX qui ramenait sa fusée Starship de nouveau sur Terre. C'est la plus grosse fusée aussi. C'est assez hallucinant pour moi de voir une fusée de cette taille-là qu'on s'est lancée et qui repasse sur Terre, qu'on sait la réutiliser en fait. C'est ça qui a fait descendre exponentiellement, naturellement, les frais de space travel. Et c'est pour ça que Elon Musk est vraiment est vraiment pionnier là-dedans. Parce qu'il réduit les frais avec 100x ou comme ça, quelque chose, je pense. Don't quote me sur le chiffre là, mais il sait donc réutiliser ses fusées, ce qui est assez incroyable. De voir un mastodonte comme ça être complètement autonome. Ça, c'était macro. On a fait ça en une demi-heure. Est-ce qu'il y a des questions pour la macroéconomie? Attends, il y a le chat aussi. L'IA, c'est comme Internet. C'est la techno. L'important, c'est le vendeur de pelles. Ouais, exactement. Capacité de calcul et data centers. Ouais. Plus qui seront les prochains GAFAM avec des applications complètement révolutionnaires. Qui seront les prochains GAFAM Ouais, exactement. Donc ça, c'est à voir. En tout cas, Nvidia, ça c'est en effet les picks and shovels. Parce que leur data center, si tu regardes les bénéfices de Nvidia, c'est surtout ça qui a ramené tous les bénéfices, qui est en train de pousser extrêmement fort là-dedans. Complètement d'accord, et on va voir quelles sortes d'applications on va savoir mettre là-dessus. Ce qui peut fortement changer aussi, et qui est plus risqué pour investir dedans. Donc complètement d'accord là. 5000 tonnes parties avec la fusée, yes, exact. Very cool, tout ça. Il y a des... Encore une fois, pas d'avis financier, mais moi je suis en train de fortement regarder Tesla et je suis en train de DCA aussi parce qu'il y a des super mauvaises nouvelles. De temps en temps, chaque cycle comme ça, il y a Tesla qui prend énormément de FUD, qui prend énormément de critiques, etc. Maintenant, c'est à cause de tout ce qui est voiture électrique de la Chine comme BYD, etc. qui est en train de prendre beaucoup du marché. Mais encore une fois, les gens ne comprennent pas que Tesla, ce n'est pas une société de voitures, mais c'est une société IA. Donc, tout ce qui est aussi intelligence artificielle avec full self-driving, tous leurs modèles, tous leurs données, toutes les informations qu'ils ont avec leur Tesla, etc. C'est en troisième main, en fait, c'est une société de voitures électriques. Donc, selon moi, ceci, c'est de nouveau des bonnes opportunités de rentrer ou d'ajouter à Tesla. Mais encore une fois, pas d'avis financier là-dedans. Mais moi, je le regarde de proche maintenant, Tesla, avec toutes les mauvaises nouvelles qui prennent là-dedans. Alors, on passera vers crypto. On a une conférence aujourd'hui jusqu'à demain. Il y a quelques speakers qui sont importants. C'est à Paris.
Donc ça, c'est le 10 et le 11 juin. Proof of Talk, ça s'appelle. Donc, encore une fois, éventuellement qu'il y a quelques trucs qui peuvent bouger là. Regardez si vous avez investi dans des projets, regardez s'il y a quelques personnes de la team qui parlent là-bas, ou s'il y a de nouveau des annonces. Les, les projets crypto utilisent souvent les events pour faire des annonces. Donc, regardez simplement des tokens de votre projet s'il y a quelqu'un qui parle là-bas. Et peut-être qu'il y a même quelqu'un d'entre nous qui est là, hein, à l'event, puisque c'est à Paris. Donc, éventuellement, qu'il y a quelques Français qui sont là. Alors, question unlock, on essaie de regarder ça aussi. Maintenant, on a Aptos qui a un unlock. C'était encore Circulating Supply. 2,58%. Ce n'est pas rien, mais ça va. Hein, on s'est facilement absorbé. Ça, c'est quand même 100,88 millions de dollars. Donc, il faut toujours essayer de voir, oui, de la circulating supply, mais est-ce qu'il y a assez de trading volume qui se fait sur Aptos? Moi, je pense bien 2,58%. Ça devrait être facile à absorber. Alors, le 13 juin, encore une fois, je l'avais déjà partagé la semaine passée, il y a Fetch, il y a Ocean Protocol et SingularityNet qui vont fuser leurs tokens pour devenir le plus gros projet IA dans la crypto. Et ça va se faire le 13 juin. Donc regardez éventuellement ça aussi, ce qui peut faire bouger le secteur IA là-dedans. CyberConnect, ça c'était pas méga important pour moi, mais c'est quand même 4% de l'offre en circulation qui a un unlock le 14 juin. Moi personnellement, je ne connais pas vraiment bien Cyber, mais je ne sais pas s'il y a des autres gens qui investissent dedans. Quand même, attention alors si vous êtes dedans. Pour moi, le plus important de cette semaine-ci, ça sera de nouveau un unlock de Starknet. Ça sera certainement pas le dernier, parce qu'ils ont postponed leur gigantesque unlock, et maintenant ils ont partagé ça en quelques plus petits. C'est quand même de nouveau presque 5% de l'offre en circulation qui va s'unlock. 73 millions de Stark aux investisseurs et premiers contributeurs. Maintenant, ces premiers contributeurs et investisseurs, ils sont assez prone de vendre ces tokens et de prendre profit. Parce que si vous vous rappelez bien, normalement, on avait des unlocks de 200% sur Stark assez rapidement après le lancement pour les investisseurs et les premiers contributors. Maintenant, ils ont pris la décision donc d'éparter ça, enfin de split ça plus longtemps. Et sur ça, naturellement, les investisseurs et les contributeurs, ils se sont... Bon, ils ont pris des coups là, naturellement. Donc je pense que maintenant, il y a plus de chances qu'ils vont bien immédiatement vendre les unlocks qu'ils vont recevoir. Maintenant, tout ceci, c'est de la spéculation. Je veux juste dire, faites attention pour Starknet cette semaine-ci. Parce ils auront besoin de liquidité aussi pour essayer de se débarrasser de ces tokens, ce qui peut faire bouger les marchés. Alors, j'ai pas de date spécifique là-dessus, mais ceci, c'est donc je pense que ça peut se faire cette semaine-ci. Donc, ZK Sync sera lancé peu de temps après sa mise à jour V24, ce qui a été complété. Et donc, le token ZK va probablement lancer bientôt. Ok. Ça aussi, ça va de nouveau nous ajouter, ça va pas être un petit airdrop, ça va éventuellement de nouveau faire repasser tous les threads sur Twitter. Ah, et maintenant de nouveau tous les traders airdrop, avec tous les guides airdrop qui vont de nouveau recommencer. Pour dans le futur, c'est toujours un peu de hype là-dedans. Ne te fais pas immédiatement avoir avec ça. Mais donc, je me rappelle que c'était le cas après l'airdrop de Arbitrum, où il y a très longtemps. Et là, tout le monde était en train de parler de comment farm ZK Sync, de comment farm Scroll, déjà dans le temps là. Et donc les airdrops viennent que maintenant. Donc toujours intégrer ça dedans. Ça peut nous donner un peu de liquidité de nouveau, question ETH, et un peu de volume dans le marché aussi. Alors P-Stake, ils vont lancer une solution de staking, liquid staking pour Bitcoin aussi. Intéressant à regarder éventuellement. Ça sera entre parenthèses bientôt aussi. Donc ça peut être cette semaine, on verra. Peut-être la semaine prochaine. Alors j'essaie de regarder tous les levées de fonds aussi. Ne vous inquiétez pas, moi je vais mettre cette page Notion en public aussi avec la vidéo. Je vais encore essayer de trouver des solutions si je prends un autre Notion pour ça, mais je vais copier-coller, comme ça je ne dois pas link tous les liens dans le Discord, et les gens qui regardent ceci sur YouTube vont savoir les trouver aussi, parce que sinon ça va être trop complexe. Donc il y a Avail qui lève 43 millions de dollars
avant le lancement du mainnet. Veil, encore une fois, projet avec beaucoup de gens de Polygon aussi là-dedans. Modularité, ça joue un peu sur la même chose que TIA, Celestia, un truc comme ça. Salut Avril. M0, ils ont levé 35 millions de dollars dans une série A. Ceci, c'est un projet stablecoin dirigé par Bain Capital. 35 millions, c'est certainement pas rien. Et ils se préparent à launch aussi sur Ethereum. The Sandbox, ça il y a longtemps pour moi, personnellement, tout ce qui était NFT et Lance là-bas. Je pense que la première fois que j'ai entendu The Sandbox, c'était en 2018, si je me rappelle bien. Je ne sais pas s'il y a encore énormément de hype autour du projet, mais en tout cas, ils ont de nouveau levé 20 millions de dollars à une valorisation de 1 milliard de dollars, ce qui n'est pas rien. Donc ça, c'est de nouveau peut-être un peu de metaverse qui va revenir. Les NFT, ils savent bien... comment dire, ça serait bien que les NFT reviennent un tout petit peu parce que les punks sont en train de recevoir des coups. Les Bored Apes sont en train de recevoir des coups un peu partout. Maintenant, il y a des autres comme les Sloths, les Pudgy Penguins, etc. qui restent seulement montés. Donc, peut-être que le capital est juste en train de changer. Mais The Sandbox, en tout cas, c'est un des dinosaures, c'est un des old school là-bas. Alors Tether, ils ont investi 18,75 millions de dollars dans le groupe XREX. Ça, c'est un échange en Taïwan aussi. Donc, ils sont en train de diversifier très fortement avec tous les rendements que Tether a à cause de leur investissement dans de bons de trésor. Je pense, sans exagérer, qu'ils ont environ 60 milliards de dollars ou même plus sous forme de bons de trésor. Donc, il faut compter environ 5% maintenant de taux d'intérêt sur ces bons de trésor payés par le gouvernement américain sur 60 000 dollars. C'est pas rien. Donc, intégrer ça, ils sont en train de se faire énormément d'argent. 3 milliards, 4 milliards par an, simplement sur leur bourse de trésor là-bas. À intégrer, les gars. À intégrer. Donc, ils sont en train de diversifier aussi. Phoenix, ils obtiennent un financement de 15 millions de dollars. Pas rien non plus, mais encore une fois, un layer 2. J'en ai un peu marre de toute cette infrastructure. Il y a plein d'infrastructures partout, mais pas assez d'applications. Donc, c'est vraiment un peu le meme de l'application qui rentre dans une salle avec tous les booths partout où ils savent décider sur quel L2 qui passe, etc. Mais il n'y a qu'une ou deux applications dessus. Maintenant, ceci, c'est exagéré, mais j'aimerais bien avoir plus d'applications et moins d'infrastructures. Mais quand même, éventuellement, si ça vous intéresse, tout ce qui est privacy, etc., regardez éventuellement Phoenix. C'est pas rien, 15 millions de dollars qu'ils ont eu là-dessus pour le Layer 2. Alors GoPlus, cela il lève 10 millions de dollars pour la couche de sécurité Web3. Ok, à voir. Encore une fois, je vais mettre les liens dans la vidéo YouTube pour les gens qui veulent. Mountain Protocol, 8 millions en Series A. Encore une fois, un stablecoin. Je pense qu'on en a déjà maintenant assez avec question USD, etc. Mais bon, ça c'est mon opinion. Polychain Capital mène une levée de fonds de 8 millions de dollars aussi pour Newbit. Scalability de la blockchain et soutenir les écosystèmes multichaînes. Ok, ça j'aime déjà plus. Alors Stash Labs avec un 3,3 millions pour lancer une marketplace NFT. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je vais regarder de près? Je pense que le plus important pour moi cette semaine-ci, ça sera le lancement de... Parce qu'ils vont lancer aujourd'hui les premiers grants, encore une fois, de Arbitrum. Donc pour les gens qui font la DeFi, maintenant, pendant toute une semaine, il y a environ 28 millions d'Arbitrum qui sont partagés par plein de projets. Je vais vous donner une idée de quelle sorte de projet. Donc ça, c'est les StipBridge Funded Protocols. C'est juste une partie. Ceci, il y en a une vingtaine ou une trentaine. 39 protocoles. Maintenant, je vais essayer de vous partager une liste. Je vais voir si je sais la partager parce qu'il y a les closed groups comme Taiki Meda, les Humble Farmers, etc. qui ont fait plus de recherches là-dessus. Je pense bien que je vais savoir les partager avec le club. Je dois leur demander d'abord. D'une liste qui est plus grande que celle-là. Et donc vous voyez qu'il y a plein de projets, 750 000 d'Arbitrum, 5,4 millions pour GMX par exemple. Ceux-là, ils vont utiliser ça pour naturellement donner des incentives on-chain sous forme de rewards. Donc pour moi, ça sera le plus important à regarder. Checker éventuellement Merkle pour avoir le plus simple.
Pour déjà regarder, si vous êtes dans des pools de liquidités, regardez sur Arbitrum. Ceux-là, ils vont passer online bientôt. Donc tu vois qu'il y a beaucoup de projets qui sont en train d'incentiviser sous forme de Arbitrum tokens, en plus des APR des pools de liquidités qui sont déjà là. Donc disons que tu as des APR de 60 à 70% d'APR sur des pools de liquidités DCA déjà aujourd'hui ou des pools de liquidités moyennes géométriques. Ben, alors sur ça, éventuellement regardez, si vous avez cette pool, regardez est-ce qu'il n'y en a pas d'autres sur une autre chaîne ou éventuellement sur Arbitrum de migrer là-bas sur un autre protocole, mais si vous allez vers un autre protocole comme disons Camelot ou comme ça pour essayer de farm ces incentives, il faut toujours garder en tête que vous prenez plus de risques de smart contract. Okay? Uniswap, c'est vraiment le plus safe, mais une fois que tu passes dans des forks de Uniswap avec des gens qui ne comprennent pas vraiment les contrats de Uniswap, etc., il y a toujours plus de risques de smart contract, plus de risques de hack, etc., qu'il faut intégrer dedans. Donc pour ça aussi, c'est à vous de décider est-ce que c'est 40% d'APR sous forme d'incentive de ARP tokens, par exemple. Est-ce que ça, c'est assez pour prendre plus de risques ou pas de smart contract sur ce protocole? Ça, c'est complètement individuel à faire. D'un autre côté, quelle sorte de répercussions est-ce que ceci, ça peut avoir? Ben, moi, personnellement, je ne garde pas mes Arbitrum, je ne garde pas mes Optimism ou les tokens Uniswap qui sont donnés en incentives pour moi. Et je suis sûr que je ne suis pas le seul là-dedans. Est-ce que c'est stupide de les vendre immédiatement sur le marché avec un bull run qui arrive? Oui, ça peut être un raisonnement. D'un autre côté, pour les gens qui sont comme moi, qui farment seulement ça et qui vendent immédiatement ça sur le marché, moi, je préfère avoir la liberté de mettre ces incentives dans n'importe quel protocole que moi je décide. Donc ça peut avoir une petite pression vendeuse aussi sur le token Arbitrum. Mais ça n'a jamais été un super gros problème sur Optimism et Arbitrum. Je n'ai jamais fort compris pourquoi ces tokens pumpent si fort de temps en temps, de plus 30%, plus 40%, parce que l'utilité du token aujourd'hui n'est pas grand-chose et il est certainement souvent simplement utilisé comme sorte d'incentive pour dump sur le marché là-dessus. Mais donc, à regarder ça, ça va être important pour les gens qui sont sur la DeFi. Le plus important pour moi à regarder, ça sera ces incentives-là. On a aussi un très très gros inflow sur tout ce qui est ETF BTC. Mais on voit que j'ai fait quelques recherches parce qu'on voit les shorts en spot, les shorts en contrat aussi très très fort monter. L'achat de spot monter aussi. Donc c'est très probable que les grosses institutions sont en train de venir dans la crypto aussi pour simplement faire le carry trade. C'est comme moi j'ai déjà expliqué pour essayer de jouer les taux de financement, un peu ce que Athene a fait avec SUSDE, que les grosses institutions sont en train de voir ça. Non, ceci c'est positif pour nous parce que les taux de financement peuvent de nouveau descendre avec ça. Okay? Donc ils sont en train de couvrir leur achat spot avec leurs shorts pour faire un basis trade, carry trade. Éventuellement, gardez ça en tête, mais je vais encore une fois mettre plus de temps là pour demain aussi pendant la Twitch Live. L'utilité dans la crypto n'est pas toujours valorisée et inversement. Non, ça c'est certainement correct. Être investisseur fondamental dans la crypto n'est pas toujours quelque chose de très positif. ça, je suis complètement d'accord. Salut Shakur, by the way. Et ça c'est les choses sur quoi moi je vais focus cette semaine-ci. On peut éventuellement encore regarder quelques nouvelles les plus intéressantes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Tether, on en avait parlé. AV a dépassé les 20 milliards de dollars. C'est pas rien. Moi, je recommence de nouveau à utiliser AV beaucoup aussi, puisqu'on est au début du bull run pour prendre un peu de levier là-dessus. Alors, on a eu quelques problèmes avec Linea après un hack sur Velocore. Encore une fois, ça nous donne de nouveau plus d'informations sur la centralisation des Layer 2. Ils savent simplement arrêter leur sequencer aussi. Gardez toujours ça en tête. Ça nous donne naturellement quelque chose de secure. C'est la même motivation d'être sur Base aussi, puisque Coinbase peut toujours arrêter la blockchain aussi, pour essayer, s'il y a des très gros hacks, de tourner ce hack. Est-ce que c'est décentralisé? Non. Il y a beaucoup de gens qui sont assez négatifs sur ça.
mais quelque chose à intégrer éventuellement. Donc voilà, Velocore s'est fait hack de 7 millions sur sa ligne a arrêté le projet pour essayer de retirer les fonds du hacker. Connext rebrands to Everclear, ça je vais bien rester regarder. Everclear, j'aime bien Intense Multi-Chain, c'est pour ça que moi, un des holdings là-dedans qui joue, ça c'est Across pour moi. Mais donc Connext, les gens qui connaissaient éventuellement, c'était aussi le bridge. Maintenant, ils passent vers Everclear. Ils vont se mettre un focus complet pour avoir la liquidité. Multi-chain aussi. Quelque chose de cool. Core Scientific, pas super intéressant. Tether CEO, il a beaucoup de critiques sur tout ce qui est Mika, naturellement avec USDT qui devient illégal. Binance a déjà, depuis le 30 juin, il s'adapte à ces régulations là-bas. Il y a quelques trucs qui vont changer pour nous. En Europe, moi je ne regarde plus vraiment parce que moi je déménage vers l'Asie aussi. Mais donc pour les gens qui sont ici, qui doivent payer les impôts, etc. ici, éventuellement bien rester regarder, mais je pense que USDC va rester. En tout cas, ils savent aussi changer Mika s'ils voient qu'ils perdent beaucoup d'innovation. Mais donc à voir. Polkadot, éventuellement Starkware, Bitcoin Scaling, je crois qu'ils ont eu un grant de 1 million pour faire ça. Ce n'est pas grand chose, mais c'est éventuellement quelque chose à regarder aussi. Starkware qui va recommencer à se focus sur le scaling, la scalabilité de Bitcoin. Toujours intéressant. Coinbase Smart Wallet, ceci c'est assez cool. Je pensais toujours que ce cycle-ci allait se focus sur UX design parce que c'est quand même méga complexe pour les nouvelles personnes qui rentrent sur le marché de comprendre comment interagir avec une blockchain, etc. Le Coinbase Smart Wallet, il est en train de faire un peu la même chose que Infinex. Kane Warwick de Synthetix, il a donc launch Infinex aussi, un échange où tu pourras login avec juste une adresse mail et que tout soit fait, que tu as un passcode, etc. Que tu n'as pas besoin de garder des passphrases, d'essayer de mettre ça sur un papier quelque part, d'alors le perdre. Nous, on sait comment le faire et pourquoi c'est important, mais beaucoup de gens qui veulent simplement jouer un peu avec la crypto et investir pour la prochaine fois, c'est trop complexe. Et donc, Coinbase est en train de focus sur tout ce qui est UX aussi, pour avoir une rentrée ou disons une porte pour la DeFi. Naturellement, ceci ça peut jouer sur Base parce qu'ils vont naturellement d'abord faire que la retail ou les nouveaux qui utilisent ce smart wallet passent sur Base. C'est pour ça que on va rester regarder les volumes sur Base, mais une fois que les gens avec qui moi je suis en train de parler maintenant, ils ne savaient même pas que Bitcoin est un all-time high. La plupart de la retail que je parle, ils étaient très surpris, mais pas vraiment intéressés. Je pense qu'ils vont vraiment commencer de nouveau à s'intéresser vers les 100 000 ou comme ça va prendre un peu de temps. Et donc avec ça, regardez, je pense que Base va être la chaîne retail et qui vont avoir énormément de volume. Ils sont déjà en train de pousser super rapidement maintenant et ça va rester continuer simplement à cause du marketing et UX design qui est assez génial de Coinbase. Alors DMM, la hack de 300 millions, ils sont en train d'essayer de trouver des solutions là-dessus. Qu'est-ce qu'il y avait encore intéressant? Oui, Karak, éventuellement, si vous êtes en train de farm les points là-bas, encore une fois, le LRT de LRT. Donc, ils prennent encore plus de risques. Liquid Restaking Tokens, ils font le Liquid Restaking avec des tokens de Liquid Restaking. Donc, c'est là où tu sais restake encore une fois tes EtherFi, ETH, etc. Mais pas seulement cela, hein, tu sais aussi restake des USDC, tu sais restake des autres tokens à regarder, mais donc ils sont launch sur Arbitrum aussi, donc si vous voulez pas dépenser $30 de fees à chaque fois pour faire des transactions, tu sais le faire sur Arbitrum maintenant aussi, donc éventuellement à regarder. IOTA, pas super intéressant, IntetX, pas méga intéressant. Ah oui, pour tout ce qui est Core Scientific, Core Weaves, Bitcoin Mining, là il y a beaucoup de trucs qui sont en train de changer, on voit des chiffres de 3,5 milliards, on voit des offers de 1 milliard de nouveau. Donc ils sont de nouveau en train de se faire la thune, ce qui est positif aussi pour tout ce qui est Bitcoin. Qu'est-ce qu'on a encore? Kraken in talks over 100 million pre-IPO funding. Ok, Kraken est en train de revenir aussi.
Je pense qu'il y avait aussi des nouvelles de Tether qui veulent repasser vers Hong Kong, parce que maintenant là, il y a plus de clarté sur la régulation. Semler Scientific, ils sont en train de passer un peu comme MicroStrategy, ils sont en train d'acheter beaucoup de Bitcoin de la même façon que Michael Saylor est en train de le faire. Donc ça, c'est aussi quelque chose à garder en tête. Alors BlackRock, il dépasse 300 000 Bitcoin, ce qui n'est pas rien. Et ça, c'est environ tout ce qui est important. S'il y a quand même encore des choses qui s'amènent, je vais vous le partager demain. Ah oui, ici, naturellement, Base becomes largest L2 in Superchain. 1,7 milliard de TVL. Je pense que ça va rester poussé, mais donc, gardez en tête, je crois qu'il y a beaucoup de volume, si vous êtes dans des pools de liquidité ou comme ça, éventuellement commencez à regarder Arbitrum à cause de ces STIP incentives ici, STIP Bridge. Ça peut amener beaucoup de volume sur USDC, ETH aussi, avec les profits que les gens font éventuellement. Ok. Et je pense que ça, c'est tout. Éventuellement encore, Wormhole aussi, le token W que tu peux stake. Il y a quelques informations de nouveau de la spéculation là-bas. Wormhole Monad, que si tu stakes le W token, que tu sais éventuellement être éligible pour le airdrop de Monad. Il est très très crowded ce trade. Tout le monde est grand fan de Monad. Moi aussi je suis grand fan de leur technologie. De ce qu'ils veulent essayer de faire avec leur L2. Enfin, mainnet. Pour scale Ethereum là-dedans, mais il y a énormément de gens qui sont en train d'essayer de farm ou d'investir dans cet airdrop. Avec le venture que moi je suis en train de passer avec Revelo, on voulait rentrer dedans, même de faire des venture deals, mais tu rentres même pas dedans si tu as moins que 100 millions à mettre dedans. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable, Monad. Donc je pense qu'il va être assez crowded, mais quand même. Si vous voulez prendre le gamble, il y a beaucoup de spéculation que tu sais être éligible pour le airdrop de Monad si tu stakes tes W tokens aussi. Je vous dis ça, je vous dis. And that's it for this week, guys. Est-ce qu'il y a encore des questions sur tout ce qu'on a vu éventuellement? Ok, je pense que c'est assez clair. Toujours chouette de vous avoir ici avec autant, et même au boulot. Et j'espère de vous revoir la semaine prochaine, nouveau, normalement sur Twitch.